Bienvenue à tous. L'Afrique doit se développer. Et pour se développer, l'Afrique a besoin d'investissement. Et justement, certains pays africains ont décidé de mettre ou de créer des agences qui vont promouvoir cet investissement. C'est dans ce cadre que s'est tenue à Libreville, au Gabon, une conférence. C'est la 7e édition de cette conférence-là. Elle avait pour objectif de réunir justement ces agences de promotion d'investissement. Sur ce plateau de haute personnalité, nous avons Madame Radifi Josiel. Vous êtes directrice générale de l'IDB. C'est l'équivalent de l'Agence nationale de la promotion des investissements à Madagascar. Et puis, nous avons également Monsieur Alain Carrier. Vous êtes directeur des services économiques Afrique pour Investissement Québec. Bienvenue. Alors, je vous annonce notre thématique. Nous allons échanger pendant une vingtaine de minutes sur la francophonie économique, investissement et échanges commerciaux. Alors, j'ai annoncé un réseau à l'entame de mes propos. Il s'agit du RIAFPI. Qu'est-ce que c'est ? Le RIAFPI est le réseau des agences de promotion des investissements francophones et donc qui réunit aujourd'hui 22 pays, donc qui est un réseau qui a pris de l'ampleur depuis les dernières années. Aujourd'hui, donc, il se trouve qu'on a fêté les 10 ans de son existence et que c'est une association, comme toutes les associations, donc, qui regroupe l'ensemble des agences de promotion des investissements francophones et qui a pour objectif de renforcer le réseautage d'une part en tant qu'agence de promotion des investissements comme son nom l'indique, mais aussi de renforcer le renforcement, de renforcer les échanges en matière de meilleures pratiques des agences de promotion des investissements qui ont des métiers assez spécifiques, qui est l'accompagnement en tout cas des investissements dans un pays donné. Et donc, à Madagascar, vous êtes à la tête de cette agence de promotion des investissements. L'économie à Madagascar ressemble à quoi ? Alors, effectivement, donc l'EDB, l'Economic Development Board of Madagascar, est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement pour accompagner et faciliter l'implantation d'investissements, mais aussi le réinvestissement, parce que n'oublions pas qu'il y a l'aspect attraction des IDE, mais aussi les investissements directs nationaux sont très importants en matière de rétention de leur investissement dans le pays. Alors, en ce qui concerne Madagascar, effectivement, donc aujourd'hui, nous sommes comme dans tous les pays de par le monde, dans une démarche de relance économique après Covid surtout, mais aussi en considération avec les enjeux de la géopolitique actuelle. Et l'agence de promotion joue un rôle prépondérant par rapport, en tout cas, encore une fois, à l'aspect rétention des investissements. Donc, on a des investisseurs directs étrangers, majoritairement francophones d'ailleurs, puisque la France vient en tête en matière d'investisseurs, de flux d'investissement à Madagascar. Si on se réfère aux chiffres, ils représentent à peu près plus de 25% des flux d'IDE que Madagascar arrive à capter, de par les flux mondiaux d'investissement qui viennent à Madagascar. Et donc, dans les différents secteurs particulièrement, nous avons le secteur des mines, qui sont un des secteurs, je dirais, qui se trouve dans le top 3 en matière d'exportation, prisé à Madagascar. Ensuite, nous sommes aussi le premier pays de l'Afrique subsaharienne exportateur du textile. Donc, le secteur textile aussi est un secteur très important. Et enfin, le numérique également aussi. C'est un des secteurs aussi prépondérants aujourd'hui sur lesquels on continue de recevoir, en tout cas, l'intérêt et l'installation d'investisseurs dans le BPO ou alors dans les call centers à Madagascar. 3 secteurs stratégiques. Alors, Alain Carrier, je disais déjà que vous êtes directeur des services économiques Afrique, Investissement Québec. Quelles sont les spécificités de votre organe? Investissement Québec, c'est une société d'État du gouvernement du Québec qui relève du ministre de l'Énergie et de l'Économie. Donc, et notre mandat, on a un double mandat, on est à la fois une institution financière parce qu'on soutient financièrement les entreprises du Québec pour réaliser notre mandat qui est le développement économique du Québec, mais on est également une agence de développement économique. Et c'est là qu'on arrive un peu à votre question. Une agence de développement économique qui a 2 principaux rôles sur le plan international. L'attraction d'investissements directs étrangers, donc
agence de promotion des investissements et promotion des exportations. Donc, c'est ce qu'on fait. Et on a des fonds propres et on se sert également des fonds gouvernementaux pour aider nos entreprises à se développer. Et on a des équipes dans le monde qui font de la prospection, d'attraction d'investisseurs pour les amener au Québec, parce que c'est quand même beaucoup de 10 milliards de dollars qui ont été investis l'an passé au Québec, qui proviennent d'étrangers. On a une équipe à Paris. Moi, je suis basé à Dakar, je représente l'institution sur le continent africain. On a des équipes autant au niveau de la promotion des exportations que de l'attraction d'investissements étrangers. Au total, nous sommes 1300 employés. Donc, grosso modo, ça vous donne un portrait. Alors, Madame Radifi Josiel nous parlait de 3 secteurs stratégiques à Madagascar, entre autres le textile et le numérique. Il y a le 3e, les mines. Est-ce que c'est ce type de secteur-là que recherche votre organe lorsque vous vous installez en Afrique, par exemple? C'est sûr, pour le continent africain, le secteur des mines est prioritaire. Donc, évidemment, le secteur de l'énergie également, les infrastructures et les télécommunications ou technologies de l'information au sens large. Lorsqu'on parle d'Afrique, c'est vraiment nos 4 secteurs prioritaires. Et donc, quelle évaluation vous faites du développement de ces différents secteurs-là en Afrique jusqu'à présent? D'accord. Du côté du Québec, peut-être une particularité par rapport au Canada, parce qu'au Canada, il y a plusieurs entreprises qui investissent dans le secteur minier, qui exploitent des mines, qui sont souvent qui sont souvent cotées à la Bourse de Toronto ou de Vancouver. Au Québec, la particularité, c'est quand même, on a plus des équipementiers au niveau qui offrent des équipements, mais également des services, tout ce qui est génie conseil. On a des grandes entreprises québécoises, canadiennes qui vont offrir leurs services aux compagnies minières pour les aider à construire les mines, à leur offrir tout l'équipement qu'ils ont besoin pour opérer. C'est un peu la particularité du Québec par rapport au secteur minier. D'accord. Lorsqu'on parle de la promotion des investissements, on parle également de la mise en place de différentes stratégies. Quelles sont ces stratégies au niveau de Madagascar? Alors, premièrement, donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous sommes un dispositif qui est mis en place par l'État. Donc, le premier, je dirais, intérêt d'un investisseur, c'est la facilitation et son accompagnement pour le pays. Et nous jouons ce rôle justement en termes de facilitation aussi bien avant la décision d'investissement, très important puisque l'investisseur est à la recherche de données. L'investisseur, il est à la recherche de la facilitation, de la mise en relation avec, je dirais, un certain nombre de parties prenantes clés. Ça peut aller à très haut niveau, au niveau des ministres, par exemple, ou même du président de la République, hein, si ça se trouve. Donc, nous faisons cette mise en relation également. Ça peut aller aussi auprès du secteur privé, qui sont, je dirais, leurs homologues directs. Hein. Donc, on peut les mettre en relation également aussi avec les groupements du secteur privé. Ça peut être des centres de formation, etc., etc. Donc, une fois qu'ils ont décidé de s'implémenter, de décider d'investir à Madagascar, nous avons un guichet unique qui existe depuis 18 ans. Et donc, ce guichet unique facilite tout ce qui est installation, notamment en commençant par la formalisation, l'immatriculation de la société qui se fait en 48 heures aujourd'hui, totalement digitalisée. Ensuite, nous avons tout ce qui est facilitation de l'implémentation, c'est-à-dire le visa résident des investisseurs à Madagascar et de leurs familles, de leurs employés expatriés qui vont travailler à Madagascar, et tout un tas également je dirais, d'accompagnement pour différentes licences, qui soient dans le secteur touristique par exemple, ou dans le secteur des mines. Donc nous accompagnons justement dans l'accélération de la délivrance de ces différents types de licences ou d'agréments nécessaires à leur exploitation. C'est déjà une promotion, une stratégie que le gouvernement met en place. Et au-delà de cela également, nous avons établi, je dirais, autour de l'accroche Choose Madagascar, une proposition de valeur de tous les secteurs qui sont d'opportunités à Madagascar. D'accord. Et nous avons travaillé de concert avec le secteur public et le secteur privé pour, je dirais, mettre en place ce qu'on appelle les offres promotionnelles, les offres de projets d'investissement sectoriels, encore une fois, et qui sont, en tout cas, je dirais, répondent en tout cas aux besoins d'un investisseur donné. C'est-à-dire que nous structurons ces offres de manière à ce que ça soit des documents de projet qui soient appréciés et en adéquation avec les besoins d'un investisseur. Donc, des stratégies bien huilées, visiblement. Est-ce que vous avez des outils d'évaluation
des impacts de ces différentes stratégies-là? Oui, effectivement. Donc, nous avons nous avons un CRM qui gère en tout cas l'ensemble je dirais, des prospects qui sont détenus par notre agence de promotion des investissements, et par secteur, nous les répertorions. Je dirais à titre d'exemple, quand nous allons à des roadshows ou à des manifestations internationales et que nous rencontrons des prospects qui sont intéressés par le pays, et nous les intégrons dans ce CRM. Et donc, nous avons ce qu'on appelle des tickets d'investissement, des tickets d'accompagnement au fur et à mesure que le projet, en tout cas, avance, ou le promoteur, en tout cas, avance dans son idée d'investir à Madagascar. Et nous avons la capacité, en tout cas, d'avoir des indicateurs au fur et à mesure que l'on accompagne le projet d'investissement tout le long du cycle d'investissement d'un projet. Et nous sommes donc, à travers ce CRM, nous sommes capables justement de répertorier quels ont été les blocages, ou parmi lesquels, qui ont abouti à la création d'entreprises, qui ont besoin d'un service d'aftercaring, par exemple. Une fois qu'ils se sont installés, ils ont besoin d'une licence. Est-ce qu'on a avancé? Donc, on s'assure, en tout cas, qu'il n'y ait pas de blocage par rapport au suivi de d'un investisseur en particulier. Alain Carrier, quels sont les types de marchés qui intéressent les investisseurs québécois en Afrique? En Afrique. Ben, je dirais que, on revient à la francophonie, je pense que je dirais que de façon naturelle, on voit que les pays francophones attirent plus de gens d'affaires du Québec. Ça, on le voit vraiment dans nos demandes quotidiennes. Donc, c'est vraiment ça. Je dirais un peu, il y a certains marchés comme l'Afrique du Sud qui peut être intéressant parce que c'est quand même une plaque tournante sur le continent. Je pense que ça peut être une porte d'entrée intéressante, mais les marchés de la francophonie sont bien sûr les plus importants du côté des entreprises du Québec, qui sont principalement dans le domaine des services. Je dirais qu'il y a très peu de biens, il y en a toujours un peu, très peu de biens qui sont exportés du Québec vers l'Afrique. En distance géographique, il y a de ça. Donc, tout ce qui est service, je pense, est beaucoup plus facilité en termes de génie conseil, de services aux entreprises. C'est vraiment là-dedans que je pense notre force en termes d'exportation vers l'Afrique. Donc, des marchés spécifiques, oui. Des climats, avec des climats d'affaires spécifiques aussi. Ben, c'est sûr ce qu'on promeut, c'est vraiment les pays qui sont le plus stables, c'est vraiment, et les gens vont vers ça de toute façon. Donc, notre rôle, c'est vraiment de les accompagner vers où ils veulent aller, mais également de leur ouvrir des portes vers des nouveaux marchés, parce que comme on participe à beaucoup d'événements en Afrique, moi, personnellement, je suis tous les grands événements, nous sommes là, que ce soit en Afrique ou même ailleurs, comme à Davos, l'Africa Forum, le grand forum mondial à Davos. On est là pour aller faire de la prospection d'investisseurs, donc beaucoup d'Europe. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs européens francophones qui viennent au Québec. Donc, c'est un peu ce qu'on fait, ça ressemble beaucoup à ce que du côté de Madagascar, on fait, avec une couleur canadienne. Donc, c'est un peu... Et lorsqu'on attire des gens là, je déborde un peu au niveau de l'attraction d'investissement au Québec. Souvent, on est en compétition avec les autres provinces canadiennes. D'accord. Donc, la plus grande province, c'est l'Ontario, qui compte 15 millions d'habitants. Au Québec, nous sommes 9. Alors, il arrive que des fois, on essaie de tirer la couette de notre côté pour avoir l'investisseur chez nous. La province à côté fait la même chose. Et le gouvernement canadien, lui, il se place un peu... Lui aussi a des outils de financement. Donc, tout le jeu politique se fait là, pour savoir qui a la meilleure offre pour l'entreprise qui veut venir s'implanter. Et on sait également qu'il y a plusieurs missions économiques québécoises qui sont organisées sur le continent africain. Oui. Quels sont les objectifs et les défis de ces différentes missions, de façon générale? Je dirais que depuis les dernières années, on est quand même actif depuis longtemps. Il y a beaucoup d'entreprises, je dirais quelques centaines qui sont venues depuis 10-15 ans. Moi, je fais ça depuis ce temps-là. Donc, et de plus en plus, on voit, il y a moins d'entreprises, mais les joueurs sont mieux préparés. Les entreprises sont mieux préparées. C'est vraiment ça qu'on voit. Peut-être une diminution du nombre, une augmentation de la qualité des gens qui connaissent bien le marché et que l'on veut accompagner. D'ailleurs, nos orientations sont vraiment d'aider nos grandes entreprises à venir ici s'installer et travailler en Afrique. Radifi Josiel, je rappelle encore une fois que vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale de la promotion des investissements à Madagascar.
Vous faites face à quel type de défi dans le fonctionnement de cette agence? Alors, je dirais, en termes de renforcement de capacité déjà de l'équipe, puisque comme je l'ai mentionné tantôt, c'est un métier qui est très spécifique. Donc, un métier spécifique, on a besoin de compétences spécifiques. Et donc, on a l'avantage aujourd'hui d'être membre par exemple, de l'Association mondiale des agences de promotion des investissements, le WIPA. Donc, qui effectivement ont une longueur d'avance, je dirais, par rapport à un certain nombre de compétences disponibles et qu'ils partagent justement à travers des ateliers de mise en place de meilleures pratiques entre les agences. L'avantage également d'appartenir à ce genre de réseau comme le RIA-FPI, parce que certaines agences également ont une longueur d'avance par rapport aux meilleures pratiques. Et nous aussi, par exemple, même si on est dans ce réseau-là, nous avons aussi à apporter par rapport à ne serait-ce que l'expertise que nous avons par rapport à l'existence de notre guichet unique. Donc 18 ans d'existence aujourd'hui, c'est vraiment une véritable expertise qui a été mise en place et qu'on souhaiterait également aussi partager. De même aussi en matière par exemple puisque tout est environnement des affaires également, l'environnement des affaires attractif attire les investisseurs. Donc on a cité tout à l'heure le fait d'avoir un cadre en tout cas stable, ça c'est très important. Et là-dessus aussi, nous, par exemple à Madagascar, on a en tant qu'agence le rôle de pilotage du dialogue public-privé, très important, où en tout cas les décideurs politiques sont face au pouvoir économique pour aller discuter ensemble quels sont les leviers, où sont les blocages et les contraintes justement pour pouvoir justement renforcer l'attractivité de Madagascar. Encore une fois, pas uniquement pour les IDE, mais également aussi pour ceux qui sont déjà établis à Madagascar. On met vraiment un point d'honneur à vraiment les considérer comme vraiment un segment à part pour pouvoir, en tout cas, les soutenir dans leur élan d'investissement à Madagascar. En tant qu'agence de promotion des investissements, vous avez une meilleure visibilité sur tout ce qui concerne les investissements. C'est la logique. Qui sont les investisseurs que l'on retrouve à Madagascar? Dans les miniers, certainement, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des Canadiens, nous avons aussi des Coréens. Prochainement, nous aurons très bientôt des Américains aussi, donc dans le sud du pays. C'est dire que on a, je dirais, des nationalités qui diffèrent. Quand je parle d'IDE, d'investissement direct étranger, comme je l'ai mentionné également, les Français viennent aussi à Madagascar et moins d'Africains. Donc c'est là aussi l'intérêt aujourd'hui à travers ces réseaux. Aujourd'hui, on est à Libreville. On est très content d'avoir beaucoup d'agences de promotion des investissements africaines. Donc là aussi, c'est vraiment de créer aussi ce réseautage et cet intérêt pour les investisseurs africains. On est dans le cadre de la ZLECAf, encore une fois, c'est vraiment aussi créer au-delà du commerce, mais également aussi faciliter les investissements intercontinents. Donc on est aussi dans cette dynamique-là, mais donc en tout cas à Madagascar, on a avec les représentations diplomatiques qui sont établies à Madagascar africaines, on commence à vraiment aller renforcer également cet intérêt d'échanger économiquement davantage entre les pays africains. Et donc, les investisseurs québécois s'intéressent aux économies africaines. En termes d'échanges commerciaux, qu'est-ce qu'on retient? C'est quoi les promesses d'avenir? D'accord. En termes d'échanges, je pense au niveau attraction d'investissement africain, chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Je dirais, on a de l'exportation un peu qui vient comme de la Côte d'Ivoire, beaucoup de cacao, et des niches comme ça. Pourquoi il n'y en a pas beaucoup? Écoute, je pense que ça revient un peu au défi tout à l'heure, la question à laquelle je n'ai pas répondu, mais les défis, je pense, c'est de comment nous avons les États-Unis à notre porte. Donc, les entreprises, pour elles, c'est facile, c'est les États-Unis. On a de la difficulté à les amener en dehors de l'Amérique du Nord. Ça, je dirais que c'est le premier défi qu'on a. Même pour l'Europe, c'est difficile d'apporter les entreprises en Europe. Donc, si on arrive en Afrique, donc on a un pas de plus à faire. Et aussi, toute cette perception, cette barrière culturelle qui existe quand même au niveau de tout ce qui est dans les médias, c'est souvent négatif. Donc, les gens ont une perception négative de l'Afrique. Ça, c'est vraiment
des éléments sur lesquels on essaie de travailler, mais c'est difficile de combattre ça, parce que souvent les médias, il se passe quelque chose en Afrique, un désastre, c'est ça qui va apparaître, alors que les belles choses, on n'en entend pas parler, et ça n'aide pas, ça n'aide pas notre travail. Si on peut dire à la base, c'est simple, mais c'est quand même ça la réalité. On se bute à ça régulièrement. Les gens ont peur, donc on travaille dans ce sens-là. Mais au niveau le futur, je pense que c'est vraiment l'énergie. Hein. Je pense que les grands besoins sont... On a beaucoup de grands joueurs, et là je reviens encore à ça, de grands joueurs dans le secteur de l'énergie, mais comment les amener ici, c'est ça la question. On a des entreprises qui font des barrages en Europe, un peu partout. On a Hydro-Québec qui a été en Afrique en l'an 2000, qui sont sortis du Sénégal en l'an 2000. Et on a de la peine à les ramener ici en Afrique pour toutes sortes de raisons, parce que au Québec, les défis énergétiques sont tellement grands qu'Hydro-Québec est submergé de travail. Donc, comment les amener ici? La difficulté, elle est là vraiment par rapport, je dirais, un peu au bien. Ils sont bien en Amérique du Nord, donc les choses vont bien. Donc, pourquoi aller en Afrique? Il y a un peu de ça, hein? Mais on est là pour tenter de changer les mentalités, pour essayer de faire progresser un peu ça. Donc, ça fait partie de notre travail. L'un des principaux challenges des pays africains actuellement, c'est de pouvoir tirer profit de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Et là, le Québec est présent sur le continent africain. Comment est-ce que vous percevez ce vaste marché-là qui va offrir tant d'opportunités? C'est sûr que ça va être intéressant lorsque ça va être mis en place. Je pense que ça se met progressivement en place jusqu'en 2063, je pense. Donc, moi, je pense que ça va être, à terme, ça va être intéressant, mais je pense que il y a beaucoup, ça va y aller de façon progressive. C'est une bonne chose, mais je pense à très court terme, je pense que faut travailler sur autre chose pour amener les entreprises, pour les amener en leur disant, plus tard, ça va aller mieux. Mais il y a quand même un espace-temps là, avant que tout ça que ça aille bien, parce que c'est compliqué dans chaque pays d'Afrique. Bon, graduellement, on diminue les tarifs, on diminue les barrières, tarifaires ou non tarifaires, mais c'est une bonne chose. Je pense que c'est un beau projet sur lequel on regarde. Mais à très, très court terme, je pense qu'il faut travailler également sur autre chose pour amener nos entreprises ici, mais en leur disant, il y a une lumière au bout du tunnel. Ça Et il est temps de mettre en place une véritable stratégie. Oui, c'est ça. Oui, il faut le faire. Parce que c'est maintenant, comme on dit toujours c'est maintenant ou jamais. Là. Ça fait longtemps qu'on dit ça, mais maintenant c'est encore plus vrai. Et vraiment au cœur de cette réalité-là, c'est maintenant ou jamais, il y a certainement Madagascar, la zone de libre-échange continentale africaine. Comment elle est accueillie à Madagascar? Je dirais qu'un des avantages aujourd'hui, on a récemment adopté, en tout cas le secteur public et le secteur privé ont conjointement adopté la stratégie justement nationale d'intégration par rapport à la ZLECAf d'une manière générale. Maintenant, il est très important aussi de souligner à notre niveau, en tout cas, le fait qu'on a appartenu à deux communautés économiques régionales très importantes que sont la SADC et le COMESA. Et effectivement, on a un enjeu, un défi de taille, c'est que jusque-là, on a plus d'importation que de bénéficier de l'exportation. C'est dire que l'enjeu majeur pour Madagascar aujourd'hui, c'est vraiment de renforcer la capacité, en tout cas des opérateurs économiques, à aller attaquer le marché en termes de qualité, en termes de quantité surtout. Et s'aligner également par rapport, en tout cas, aux opportunités qu'offre la ZLECAf aujourd'hui pour le pays, pour les pays, enfin pas seulement pour le pays africain. En premier lieu, ce sont effectivement les échanges intra-africains qui sont, je dirais, les premiers objectifs, mais également aussi pour aller commercer de manière, je dirais, beaucoup plus en termes de volume au niveau des autres marchés internationaux également, et qui plus est, qui peut également créer des opportunités de co-entreprise ou de co-investissement entre les pays de la ZLECAf, pour tout dire. Et c'est encore là, une fois encore, tous les enjeux de nos rôles d'agence de promotion des investissements ou d'Economic Development Board de chaque pays. Nous sommes quasiment au terme de notre échange. Je le disais à l'entame de ce plateau spécial, du 12 au 14 décembre, s'est tenue à Libreville la 7e conférence annuelle du REAF-Pays. En tant que pays francophone, vous avez pris part à cette grande rencontre. Quelles étaient vos attentes?
Alors, deux attentes importantes, encore une fois, comme on a adhéré, on est un des jeunes membres du RIA-FPI, puisqu'on a intégré l'année dernière donc le réseau. Une attente certainement par rapport au renforcement de capacité de l'équipe. Je suis venue avec l'équipe exécutive, donc en termes de facilitation, en termes d'aftercaring, service pour les investissements. Mais également, nous avons aussi, il ne faut pas oublier qu'on a l'Assemblée générale du RIA-FPI, donc il y a aussi des stratégies qui se mettent en place. Nous, en particulier, nous faisons partie de la zone océan Indien, donc certainement nous aurons je dirais, des actions beaucoup plus précises par rapport au rôle du RIA-FPI pour accompagner en tout cas les API qui sont membres de cette sous-région de l'océan Indien. Alain Carrier, vous étiez à Libreville également, et donc lorsqu'on ressort de cette rencontre, des jours heureux pour la coopération Québec-Afrique? Oui, bien sûr, comme je disais, la lumière, elle est là, elle est là, pas si loin, mais comme nous, on est le dernier membre du RIA-FPI, donc on est entré c'était en octobre, il y a un mois ou deux, donc je suis vraiment ici pour voir comment ça fonctionne, prendre mes marques, puis vraiment aller pour qu'on puisse faire un bond en avant. C'est un peu ça. Ouais. L'Afrique devra maximiser dans les investissements et l'industrialisation pour se développer. La thématique de notre échange était, je le rappelle, francophonie économique, investissement et échanges commerciaux. La lumière est au bout du tunnel, mais pour cela, il va falloir renforcer véritablement les stratégies. Sur ce plateau, je recevais Madame Khadifi Josiel. Vous êtes directrice générale de l'Agence nationale de la promotion des investissements à Madagascar. À côté de vous, il y avait Monsieur Alain Carrier. Vous êtes directeur des services économiques Afrique Investissement Québec. Merci d'avoir répondu présent à Gabon 24. Merci à vous également de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Je vous dis modestement au revoir.